Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne des publications Agora pour un entretien spécial avec notre expert américain Jim Rickards, dont vous pouvez lire les analyses chaque mois sur la chronique Agora. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Jim a commencé sa carrière en tant qu'avocat à Wall Street, puis il s'est dirigé vers la gestion de portefeuille. Il a occupé des postes importants, notamment chez Citibank ou encore Long Term Capital Management. Et en 98, il était le principal négociateur du sauvetage de LTCM, parrainé par la Réserve fédérale. Il est également l'auteur de plusieurs best-sellers, notamment Le nouveau plaidoyer pour l'or, publié en 2016, et En marche vers la faillite, publié en 2017. Jim, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Merci Marie-Constance. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors Jim, si on vous a appelé aujourd'hui, c'est parce que vous avez écrit plusieurs articles sur la crise bancaire et selon vous, elle serait loin d'être terminée. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur le début de la crise et nous expliquer ce qui s'est passé exactement ? Vous savez, je serais ravi de le faire. Et juste, je veux dire, je vais en quelque sorte à l'essentiel. La crise bancaire n'est pas terminée. Les crises ne se produisent pas toutes en même temps, en un seul jour. Elles apparaissent, les régulateurs s'en occupent, les nouveaux investisseurs arrivent. Ils se disent que tout va bien, nous avons maîtrisé la situation. Puis il y a une période de calme de 2 ou 3 mois, puis les problèmes réapparaissent. C'est parce qu'ils n'ont jamais été réglés au départ. Beaucoup de gens pensent que tout a commencé avec la Silicon Valley Bank. Et c'était le 10 mars 2023, lorsque la FDIC les a déclarés, enfin les a pris en charge, les a mis sous séquestre. Mais ce n'est pas tout à fait la bonne date. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé le week-end du 10 mars ? La veille du 9 mars, il y a eu une autre faillite. Il s'agissait de la Silvergate Bank, pas la Silicon Valley, mais la Silvergate. Silvergate a fermé ses portes et a fait faillite. Elle n'était pas une banque assurée par la FDIC. Elle était membre du système de la Réserve fédérale. Ce n'était donc pas une sorte de banque bizarre, vous savez, une semi-banque ou une banque fantôme, ou quel que soit le nom qu'on lui donne. C'était une vraie banque. Mais ils avaient un pied dans le monde bancaire traditionnel à la Fed. Mais elle avait aussi un pied dans le monde de la cryptographie. Elle était en fait un portail entre les crypto-monnaies et les dollars. Vous pouviez acheter et vendre des crypto-monnaies et obtenir des dollars. Ils créditaient votre compte et tout le reste. Mais lorsque j'ai vu l'effondrement des crypto-monnaies arriver ou ne pas arriver, il s'est produit. Le 21 novembre, le Bitcoin valait 69,0 $. Au 22 novembre, il n'était plus qu'à environ 13 000 $ à peu près. C'était donc un effondrement de 4,20 $. Vous savez, 4,20 % et plus. Et j'ai vu cela. Je me suis dit qu'il n'était pas possible que cela se limite au Bitcoin. J'avais raison. Beaucoup d'échanges de crypto-monnaies ont échoué. Mais la question que je n'arrêtais pas de me poser, c'est qu'il y a un danger et qu'il y a un danger de contagion du monde des crypto-monnaies au monde bancaire. C'est la question que je me posais. Je suppose que les crypto-monnaies pourraient être réduites à zéro, vous savez, faites-vous plaisir. Mais s'il s'agit du monde bancaire, nous aurons de bien plus gros problèmes. Et ça n'a pas été le cas. Silvergate était ce portail, d'accord. Le lendemain, la Silicon Valley Bank fait faillite. La FDIC a fait une chose très intéressante. Elle a fait son travail. Je veux dire par là qu'elle a publié un communiqué de presse. Ce communiqué a été publié à 18 heures le vendredi 23 mars. Il disait que nous assurions tous les dépôts jusqu'à 250 000 $. C'est ce que nous faisons. Mais si votre dépôt est supérieur à cette somme, vous n'êtes pas assuré. Nous allons vous donner ce qu'ils appellent un certificat de séquestre et vous devez vous y accrocher. Nous vous dirons ce qu'il vaut. Vous ne pouvez pas l'encaisser. Nous ne savons pas ce qu'il vaut. Nous vendrons ensuite les actifs à la banque. Nous rembourserons les créanciers. Et lorsqu'il restera quelque chose, nous vous le distribuerons au prorata. Mais, vous savez, attendez un peu. Nous vous dirons ce que cela vaut. Il s'est avéré que, bien sûr, tout cela était connu. La Silicon Valley Bank n'avait que 3% de dépôts assurés. 97% des dépôts n'étaient pas assurés. Et le montant était d'environ 140 milliards de $. Et il ne s'agissait pas seulement de start-up à 2 millions de $. Il y avait Roku, Cisco et d'autres noms, de grands noms de la Silicon Valley qui avaient des dépôts de plusieurs milliards de $. D'ailleurs, l'une des bourses de crypto-monnaies avait un dépôt de 3 milliards de $ à la Silicon Valley Bank. Il n'était donc pas évident qu'il n'allait pas échouer. Il s'agissait d'une contagion et d'une recontagion si l'on veut voir les choses sous cet angle.
simple. Ce qui s'est passé durant le week-end du 10 au 12 mars, c'est que tous les milliardaires pleurnichards, vous savez, Bill Ackman, tous ces types, se sont précipités à la Maison-Blanche en disant « Vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire. Nous avons 200 startups et, vous savez, la Silicon Valley. Elles ont toutes 3 ou 5 millions d'euros. Elles ont des salaires, ils ont des employés, ils ont des loyers, elles développent des technologies. Vous allez détruire le secteur technologique si vous ne le renflouez pas. » C'est ainsi que, le dimanche à 18 h, 48 heures seulement après la première annonce, je dois d'ailleurs le préciser, je reviens sur l'annonce du vendredi qui a été faite. Je reviens à l'annonce du vendredi qui a été faite lors de la réunion du G20 de Brisbane en 2014. En 2014, le G20 de Brisbane. Nous nous souvenons que nous sommes toujours dans la foulée de la crise financière de 2008-2009. Il y a eu un tollé. Les citoyens faisaient partie de mon langage. Ils étaient tout simplement furieux. Les contribuables ont renfloué le système bancaire et tous les milliardaires ont conservé leur emploi. Jamie Dimon, qui perçoit toujours des bonus, Goldman Sachs, tous ces établissements. Aucune d'entre elles n'a fait faillite. Elles auraient fait faillite parce qu'elles ont toutes été renflouées. Mais les Américains ordinaires se disent, vous savez, le taux de chômage est de 9%. J'ai perdu mon emploi. J'ai perdu mes 4K qui ont baissé de 50%, etc. Il y a donc eu une réaction politique à cela. C'est ainsi qu'à Brisbane, en 2014, ils ont élaboré non pas la théorie du renflouement, mais la théorie du renflouement. La théorie du renflouement signifie que si une banque fait faillite, les investisseurs, les actionnaires, les détenteurs d'obligations, les déposants, doivent rembourser les créanciers. Ils doivent rembourser les déposants. Et ce n'est que lorsqu'il ne reste plus rien que le gouvernement peut éventuellement intervenir. Ainsi, ils ont mis le monde en garde. Le montant assuré en Europe est de 100 000 euros. Aux États-Unis, il est de 250 000 $. Mais le monde entier est prévenu. C'est tout ce que nous couvrons. Vous êtes seuls. Ce que la FDIC a fait vendredi est en fait conforme à ce qu'ils avaient tous dit qu'ils feraient en 2014. Il s'agissait d'un renflouement. Et si vous aviez un dépôt d'1 milliard de dollars, vous alliez contribuer au sauvetage. En 48 heures, ils ont fait un retour de 180. Ils ont complètement explosé la limite d'assurance de 250 000 $. Ils ont dit que nous garantissions tous les dépôts, des dépôts de plusieurs milliards de dollars. À propos, un petit secret sur ce qui s'est passé à la Maison-Blanche. J'ai dit que, vous savez, les milliardaires de la Silicon Valley pleurait à propos de toutes ces petites startups et de toutes ces choses. Et en réalité, la Silicon Valley Bank finançait en grande partie des technologies vertes. C'était une banque climatique. Et bien sûr, c'est tout ce qu'il faut dire à la Maison-Blanche. Et c'est vert, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Je ne sais pas. La technologie des batteries, de meilleures éoliennes, rien de tout cela ne fonctionne d'ailleurs, mais ils étaient dans la ligne de mire de la Maison-Blanche en parlant d'écologie. Et c'était le cas. C'est en fait ce qu'ils finançaient. Tout le monde pense que quelqu'un travaille sur une application. Il ne s'agissait pas d'application, il s'agissait d'une batterie. Ils ont donc été renfloués en même temps le dimanche soir. Nous parlons maintenant de mars, du 12 mars. Ils ont fermé une autre banque, la Signature Bank. Il y avait quelque chose à propos de nos. Vous savez, Silvergate, Silicon, Signature, tous les S étaient baissés. La banque Signature était un autre cas intéressant. Barney Frank siégeait au conseil d'administration de Signature. Et si ce nom vous dit quelque chose, pensez à Dodd-Frank. Dodd-Frank, une loi de 2010 000 pages. Je sais que j'ai rencontré Barney. Je connais très bien Chris Dodd. Cette loi était censée résoudre tous les problèmes de la crise financière des années 2008, 2009, etc. Ici, l'auteur de la loi de sauvetage siège au conseil d'administration de la banque et sa banque est fermée. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils avaient acheté des obligations d'État. Et lorsque les taux d'intérêt sont passés de, vous savez, un billet de 10 ans, un billet de trésorerie, le rendement de l'échéance est passé de, vous savez, 1 3/4 à environ 4. Toutes ces obligations ont perdu 4,20% de leur valeur. C'est ce qui se passe avec les obligations à long terme. Vous savez, les mathématiques obligataires sont simples. Les taux augmentent, les prix baissent et vice-versa. Pendant que les taux augmentaient, le prix baissait. Ils étaient donc sous l'eau et insolvables et ils ont été fermés. Barney Frank s'est donc mis à pleurnicher le lendemain. Il se dit, oui, mais c'est le cas de toutes les banques du pays. Il n'y a pas une banque qui n'ait pas acheté des bons du Trésor à 1 3/4. Elles sont toutes sous l'eau. Elles sont toutes insolvables. D'ailleurs, la Fed a annoncé une facilité. Vous savez, ils ont toujours ces 4 initiales. J'ai oublié de quoi il s'agissait, un VHF ou autre. Mais en gros, ce qu'ils ont dit, c'est que si vous êtes une banque membre et que vous avez des titres de trésorerie, dont la valeur de marché est inférieure à la valeur nominale. Vous avez donc payé 10 millions, mais ils ne valent que 8 millions.
et c'était le cas dans tous les domaines. Ainsi, au moins 1000 milliards de dollars d'obligations entraînent dans cette catégorie. Vous pouvez nous les remettre et nous vous prêterons pour un an la valeur nominale. Vous mettez donc des dollars en garantie, mais vous obtenez un prêt en dollars. J'ai dit, j'ai une voiture vieille de 15 ans. Voulez-vous me prêter ce que j'ai payé pour elle? Parce que c'est beaucoup plus que ce qu'elle vaut aujourd'hui. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Alors maintenant, j'ai la tête qui tourne. Je me dis que j'ai eu tous ces trucs. Oh, donc, vous venez de garantir tous les dépôts dans le système bancaire sans limite et vous venez de garantir toutes les obligations du Trésor à leur valeur nominale sans limite. Que reste-t-il? Qu'avez-vous d'autre dans votre sac à malice? Parce que vous n'en avez pas. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Retournez en 2008. Ils ont garanti tous les fonds du marché monétaire du pays. Mais voici Barney Frank qui se lamente. Eh, oui, ma banque était en difficulté, mais toutes les banques du pays l'étaient aussi. Pourquoi m'avoir puni et avoir donné un laissez-passer à tous ces types? Eh bien, la réponse est que la banque Signature était une autre banque cryptographique. Elle avait un portail appelé Signet, et Signet était un moyen, un portail vers le monde de la cryptographie. C'est pour cela qu'ils l'ont attaqué. Remarquez qu'ils ont démantelé 2 banques cryptographiques. Nous sommes lundi matin. Où en sommes-nous? Le 13e. Tout le monde demande à Janet, vous savez, j'étais comme, attendez une seconde, qu'est-ce qui vient de se passer? Vous avez garanti tous les dépôts du système bancaire. Et elle me répond, non, pas vraiment. C'est seulement si vous avez une importance systémique. Et vous lui dites, d'accord, pourriez-vous définir ce qu'est une banque d'importance systémique pour que nous puissions le savoir, parce que nous retirons notre argent de toutes les banques qui ne le sont pas. Et la vérité, c'est que c'est impossible parce que le système est si densément interconnecté. C'est pourquoi on parle de contagion financière. Je veux dire que c'est une métaphore, mais en réalité, c'est la mathématique de la contagion. Une propagation virale, que nous venons de vivre une pandémie, mais c'est vrai depuis aussi longtemps qu'on l'étudie. Les mathématiques de la contagion virale sont identiques à celles de la contagion financière. Les équations sont les mêmes, vous savez, la façon dont elles se propagent. Et bien sûr, Janet Yellen ne peut pas définir l'importance systémique. Premièrement, ils essaient, mais ils ne peuvent pas. Deuxièmement, je me fiche de votre taille. Si vous êtes une petite banque et qu'il y a une ruée, le gars d'en face va retirer son argent de cette banque. Et encore une fois, c'est comme COVID. C'est comme si cela continuait jusqu'à ce que le système s'effondre, ce qui signifie, par définition, juste par la dynamique, qu'il n'y a pas de banque qui ne soit pas d'importance systémique parce qu'elles sont toutes connectées. Même les petites banques empruntent aux grandes, etc. Janet Yellen a donc tergiversé et n'a pas eu de bonne réponse. Elle n'en a jamais. Elle n'est pas très intelligente. Et c'est ainsi que nous en sommes arrivés là. La Fed a garanti toutes les obligations à leur valeur nominale, même si elles valent 8, vous savez, 20% de moins. Et la FDIC a garanti tous les dépôts. Et Janet Yellen ne peut pas vous donner une bonne définition de ce qui est couvert et de ce qui ne l'est pas. OK, une semaine, c'est cool. Qu'est-ce qui est prévu pour le prochain week-end? Encore une fois, le communiqué de presse du vendredi soir, un mariage forcé, Crédit Suisse et UBS. Il s'agit là de gros bonnets. Vous savez, ce sont 2 des plus grandes et des plus anciennes banques du monde. Je pense que le Crédit Suisse existe depuis les années 1870 peut-être, et je ne suis pas sûr pour UBS, mais ce sont les 2 plus grandes banques de Suisse. Le Crédit Suisse a fait faillite et a été racheté par UBS. OK, et maintenant tout le monde se demande quelle est la prochaine étape. Qui est le prochain? Il y a une liste. Je vais la passer en revue dans une minute. Quels sont les facteurs qui entrent en jeu? Comment puis-je déterminer si une banque est susceptible de faire faillite ou non, qu'elle soit ou non renflouée? Il y a 2 mesures qui sont vraiment bonnes. La première consiste à examiner le rapport entre les dépôts non assurés et le total des dépôts. Si ce chiffre est supérieur à 30%, vous êtes une cible facile. Dans le cas de la Silicon Valley, ce ratio était de 97%. 97% des dépôts n'étaient pas assurés. Donc, une petite banque locale qui a, je dirais, 30% de non-assurés et 70% d'assurés. Il est très peu probable qu'elle fasse l'objet d'une ruée. La plupart de ses clients se disent « Hey, je suis couvert, je vais bien. J'ai 100 000 $ à la banque, tout va bien. » Mais quand vous êtes au nord de 30, certainement au nord de 50, 70, 80, 90, vous êtes un accident en attente. L'autre mesure est le total des actifs. Il y a donc vraiment des banques trop grandes pour faire faillite. Cela ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas faire faillite, mais cela signifie qu'elles sont à 5% assurées d'être renflouées. Cette liste est bien connue. Qui est donc trop gros pour faire faillite? Vous pouvez y placer votre argent. Elles peuvent très bien se planter et vous ne serez pas lésé en tant que déposant. JP Morgan Chase, Wells Fargo, Goldman, les suspects habituels, Goldman Sachs, US Bancorp, Capital One, TD, State Street, Citi, B of
A, Morgan Stanley, PNC Financial, Bank of New York Mellon, Truist Financial et BMO Harris. Ce sont les géants, d'accord? Je ne dis pas qu'elles ne peuvent pas échouer. Je dis qu'elles le seront, qu'un filet de sécurité sera mis en place et que personne ne perdra quoi que ce soit, sauf peut-être les actionnaires, mais pas les obligataires ni les déposants. Mais il y a une autre catégorie où l'on est plus grand que la caisse d'épargne locale, mais où l'on n'est pas trop gros pour faire faillite. Vous ne figurez pas sur la liste des géants. Il s'agit des banques dont les actifs se situent entre 100 et 400 milliards de dollars environ. Lorsque vous approchez les 1000 milliards d'actifs, vous entrez dans la cour des grants. Mais avec des actifs compris entre 100 et 400 milliards de dollars, on n'est pas trop gros pour faire faillite, mais on est assez gros pour faire tomber le système si on le fait. Et ce sont ces banques qui sont vulnérables. Et c'est là que les déposants et les actionnaires en particulier, doivent vraiment se pencher sur la question. Je ne dis pas qu'il faut sortir tout son argent demain, mais les banques qui entrent dans la catégorie que je viens de décrire, Citizens Bank, Manufacturers and Traders, Comerica Webster, East West Bank, First Citizens Bank, City National Bank, First Horizon, Western Alliance, Valley National, Synovus, Frost Bank, Pinnacle Bank, Cadence Bank, Bouquet Financial et South State Bank. Voilà la liste des banques qui sont suffisamment grandes pour provoquer une crise systémique, mais pas assez grandes pour échouer. Effectivement, là, on a une liste très importante de banques, donc c'est plutôt inquiétant. J'ai perdu le compte, mais il y en a 8, 10, 15, 16. Mais elles sont et nous, dans nos newsletters, nous émettons occasionnellement des recommandations, pas toutes en même temps, mais acheter des options de vente sur cette banque parce que nous pensons qu'elle est bancale. N'oubliez pas que l'action peut chuter et que la banque peut toujours être renflouée. En d'autres termes, même si la banque est renflouée et que les déposants ne perdent pas d'argent, cela ne signifie pas que votre action ne peut pas passer de 50 à 10. C'est une bonne raison d'acheter une option de vente. Mais la banque numéro 1 sur cette liste, depuis le mois d'avril, était First Republic. Tout le monde savait qu'elle avait des problèmes. Elle a bénéficié d'un renflouement de 30 milliards de dollars, je crois, à peu près. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citi et un certain nombre d'autres banques figurant sur la liste A que j'ai décrite plus haut ont apporté 5 milliards chacune et elles ont reçu 30 milliards de dollars. Mais ce n'était pas du capital, il s'agissait d'un prêt. Elles avaient donc des liquidités. On a donc résolu le problème des liquidités, mais on n'a pas vraiment résolu le problème de la solvabilité, qui est un autre problème. Mais tout le monde savait qu'il s'agissait d'un prêt temporaire, car il fallait le rembourser. Et comment allait-il s'y prendre? Tout ce qu'ils ont fait en réalité, c'est de soutenir la banque à long terme. Ils soutenaient la banque suffisamment longtemps pour que la FDIC puisse trouver un acheteur. En souhaitant acquérir l'activité de gestion d'actifs, JP Morgan a réussi à obtenir une bonne affaire. Il ne se souciait pas des déposants, non, pas du tout. Il souhaitait la gestion d'actifs, hors bilan et récurrent. La bourse vous donnera un multiple de 20 là-dessus. Et ils ont dû contracter des prêts qui pourraient subir des pertes, mais la FDIC a garanti les prêts. Les inconvénients ont donc été protégés par la FDIC. Tout le potentiel est dans le sac de Jamie Dimon. Et voilà. Donc, Jamie Dimon est le grand gagnant de la crise bancaire. Oui, Bear Stearns, leurs actions sont passées de 1,30 à 2,50 et le chiffre du renflouement était de 2. Et puis, il y a eu beaucoup de pleurs et ils ont dit, pourriez-vous nous donner 8 ou quelque chose comme ça? Il a fini par dire oui. Ils ont donc obtenu 8 dollars, plus ou moins. J'ai dit, oh, bien, la crise est terminée. Nous sommes passés par la Silicon Valley Bank. Les startups technologiques ont toujours leur fonds de roulement. La Première République a été rachetée par JP Morgan. Toutes les autres entreprises de la liste semblent se porter bien. Le marché s'est calmé, la crise bancaire est terminée. C'est l'histoire de l'atterrissage en douceur de Wall Street. Permettez-moi d'expliquer pourquoi la crise bancaire n'est pas terminée. Et pour cela, nous allons utiliser un peu d'histoire financière qui est sous-estimée, mais qui, à mon avis, est très importante. Peut-être parce que je suis là depuis assez longtemps. Je suis une sorte d'aimant à problème dans ce domaine. Ma première crise bancaire a été celle de la banque Erste en Allemagne en 1970. Il faut donc être dans les parages depuis un certain temps pour s'en souvenir. Il s'agissait d'une banque de change. C'était une banque où, à l'époque,
Si vous étiez en Allemagne, aux États-Unis, et que vous faisiez des opérations de change et que vous vendiez, c'était des Deutschmarks parce que c'était avant l'euro. Si vous vendiez des Deutschmarks pour des dollars, vous deviez, ou plutôt vous achetiez, ils vous livraient les Deutschmarks à l'heure allemande. Puis vous payiez les dollars à l'heure de New York. Eh bien, ils ont échoué entre les deux. Ils ont obtenu tous les Deutschmarks, mais ils n'ont jamais payé les dollars parce qu'ils ont échoué au milieu de la journée. C'est ce qui a déclenché la crise. Quoi qu'il en soit, la liste est longue, mais permettez-moi d'en citer deux en particulier. La première, on est aux premières loges. 1997-1998, la crise financière LTCM Asie-Russie. Ce que les gens ne réalisent pas, les gens se souviennent de septembre 1990, LTCM est sur le point de faire faillite pour un montant de 3 000 milliards de dollars en produits dérivés. C'était à l'époque où 1 trillion était de l'argent réel. Mais ce n'était pas le cas. La Fed n'avait aucun intérêt à renflouer un fonds spéculatif. J'étais là, j'étais leur avocat. Nous ne nous attendions pas à un renflouement. On s'est dit, pourquoi la Fed nous renflouerait-elle? Je veux dire qu'il s'agissait principalement de notre argent d'ailleurs. C'est pourquoi nous n'avons pas été lynchés. Pourquoi la Fed ferait-elle cela? Eh bien, la réponse est qu'il ne s'agissait pas de nous. Il s'agissait des 19 banques qui allaient faire faillite si nous faisions faillite parce que ce sont des courtiers. Donc, si elles nous vendent, vous savez, 3 trillions de dollars de produits dérivés, ce qu'elles ont fait, elles les achètent de l'autre côté. OK. Et ils s'appuient sur le fait qu'ils ont une position bilatérale et qu'ils font un spread. C'est ce qu'ils font. Eh bien, si l'un des côtés de la transaction disparaît, tout d'un coup, ils ne sont plus sûrs d'être nus de l'autre côté et ils doivent vendre des actions pour une valeur de 15 milliards de dollars pour couvrir le fait qu'ils étaient en position longue d'autant de leur côté du swap. Je peux vous dire que 15 milliards de dollars d'actions vendues à la sauvette feraient du bien au marché boursier s'il fallait fermer la bourse de New York et bien d'autres choses encore. Techniquement, ils nous ont donc renfloués. Nous avons reçu 4 milliards de dollars en liquide. Nous avons éteint l'incendie. Nous l'avons ramené pour, vous savez, filmer les pistes. Nous l'avons ramené pour un atterrissage en douceur. Mais en réalité, ils renflouaient Wall Street. Et nous avons perdu l'argent. Wall Street a investi les 4 milliards, mais c'est Wall Street qui les a possédés. Ils ont récupéré tout leur argent un an plus tard, mais ils ont éteint le feu. Mais voilà où je veux en venir. Cela n'a pas commencé en septembre 1998. Cela a commencé en juin. En 1990, lorsque la Thaïlande a connu une ruée sur les banques, les dollars ont quitté le pays. Le baht thaïlandais avait été rattaché au dollar et les gens ont paniqué. Ils ont dit que l'argent avait été investi dans des stations balnéaires, des casinos et je ne sais quoi d'autre. Et tout le monde voulait récupérer son argent en retirant les dollars. La Banque centrale de Thaïlande n'a pas pu maintenir la parité. Elle a imposé un contrôle des capitaux, a déclaré qu'il n'y avait plus de dollars et qu'elle allait dévaluer le baht, ce qui signifiait pour un investisseur américain que son argent valait beaucoup moins. Le phénomène s'est ensuite propagé à la Malaisie, à l'Indonésie, à Singapour et assez rapidement à l'ensemble de l'Asie. Puis elle s'est étendue à la Corée. Et vous savez, la vieille expression, le moment d'acheter, c'est quand il y a du sang dans les rues. Malheureusement, en Corée, il y a eu du sang dans les rues. Des gens ont été tués dans des émeutes financières en septembre et octobre 1997. Mais voilà, nous sommes entrés dans une période de calme. En décembre, janvier et février, les choses se sont calmées et tout le monde a dit que tout allait bien. D'ailleurs, le capital à long terme était bon. À l'époque, nous cherchions des opportunités d'investissement en Asie. Mais les choses sont revenues en avril dans une moindre mesure parce que Sandy Weill vendait, il fusionnait la ville et les voyageurs, Travelers. Oui, il possède Salomon. Et il a dit aux gars de Salomon, je ne veux pas de volatilité dans les bénéfices parce que je ne veux pas gâcher cette transaction. Vous devez donc réduire vos comptes. Mais le processus de sortie de Salomon des swaps élargit les spreads. Nous sommes assis là à long terme comme un écart de plus en plus grand. Vous savez, c'est ainsi qu'il voyait les choses. Et puis, bien sûr, la situation a atteint son paroxysme en août. Et la Russie a fait défaut sur sa dette intérieure, sa dette extérieure et a divisé les roubles comme un tiercé. Cela a provoqué une panique qui s'est aggravée. Et enfin, le renflouement de la fin de l'année a eu lieu. Enfin, le renflouement de fin septembre. Mais mon avis est que cela a pris 1 an et presque 1 an et demi. Et il y a eu une longue période de calme au milieu. Par conséquent, lorsque vous voyez une crise évoluer et qu'il y a une période de calme, n'en déduisez pas qu'elle est terminée. Cela signifie simplement que les choses ont été réparées, mais qu'elles sont toujours en train de percoler sous la surface. La deuxième, bien sûr, c'est la crise financière mondiale des années 2007, 2008, 2009. Que s'est-il passé? Tout le monde se souvient du 15 septembre 2008, à minuit un dimanche, parce qu'on peut le faire électroniquement. Lehman Brothers dépose le bilan. D'accord, HSBC a annoncé des bénéfices
inférieure aux prévisions parce que les pertes liées aux prêts hypothécaires et au subprime étaient plus élevées que prévu. C'est à ce moment-là que Bernanke a déclaré, dans le procès-verbal de la réunion du FOMC de mars, que la situation allait s'arranger. C'est vrai. Et c'est en août que les choses ont commencé à se gâter. Oh, 7. C'est là que Jim Cramer et Aaron Burnett sur CNBC. Ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Et Cramer avait raison. En fait, ils ne savaient rien. Mais la Fed a réduit le taux d'escompte et le taux des fonds fédéraux. Et puis en septembre, vous vous souvenez de tout cela, septembre 07, le secrétaire au Trésor de Hank Paulson a annoncé le Super Tamis, vous savez, un véhicule d'investissement spécial qui allait acheter toutes les créances de cartes de crédit de toutes les banques avec l'argent du gouvernement, puis les mettre dans un fonds et les travailler et toutes ces choses, ce qui n'est jamais arrivé, soit dit en passant. C'était une idée stupide, mais elle ne s'est jamais concrétisée. Mais en décembre 2007 et en janvier 2008, que s'est-il passé? Les fonds souverains ont renfloué le système bancaire américain. Abu Dhabi, dont la participation était plafonnée à 10%, a acheté 10% de Citi. Temasek, à Singapour, a acheté, je crois, 10% de Morgan Stanley Kuwait Investment Fund. L'un après l'autre, ces fonds souverains ont renfloué le système bancaire américain. En janvier, tout va bien. Février, tout va bien. Que se passe-t-il en mars? Bear Stearns explose parce que tout n'allait pas bien. C'était le but recherché. D'ailleurs, si vous voyez un PDG dire que tout va bien, prenez votre argent. Exactement. Vous savez, le repo, c'est bien. La liquidité est bonne. Nous les renouvelons. Tout va bien. Sortez votre argent, car ce n'est pas qu'il mente. C'est qu'il ne réalise pas à quel point les choses peuvent changer rapidement. C'est juste qu'il ne réalise pas à quelle vitesse les choses peuvent changer. En mars, Bear Stearns explose. Que se passe-t-il en juin? Fannie Mae. Que se passe-t-il en juillet? Freddie Mac. Que se passe-t-il en août? Le Congrès a adopté une loi pour renflouer Fannie Mae et Freddie Mac. Encore une fois, il s'agit de votre deuxième période de calme. Tout va bien. Le Congrès a sauvé la situation. Même si Bear Stearns, Fannie et Freddie venaient d'exploser, le Congrès les a théoriquement renfloués et tout est rentré dans l'ordre. Cela a duré environ un mois. Puis, en septembre, voici Lehman. Ce que je veux dire, c'est que les crises financières peuvent avoir une ou plusieurs périodes de calme. En fait, c'est souvent le cas. Tout le monde se souvient de l'éruption de la tour des Crackers, mais ne sait pas quand les secousses ont commencé. Ils oublient que ces crises durent généralement un an ou plus. Si c'est le cas, et c'est le cas, je veux dire, ce ne sont que des faits, que devrions-nous dire à propos de la crise bancaire? Eh bien, nous l'avons connu à nouveau, le 9 mars, le 10 mars, le 12 mars, le 19 mars, le 1er mai, la série de faillites les plus importantes, y compris celle du Crédit Suisse, de mai à août, nous sommes dans une phase de calme. Tout le monde pense que tout va bien. Précisons donc les choses. Quels sont les 8 indicateurs qui montrent que la crise bancaire n'est pas terminée et qu'elle se prépare à exploser? Je vais les passer rapidement en revue. Courbe de rendement inclinée vers le bas. La courbe de rendement correspond à l'axe des abscisses, qui représente les échéances, et à l'axe des ordonnées, qui représente les taux d'intérêt. Les courbes de rendement sont censées être ascendantes. Plus l'échéance est longue, plus vous êtes censé percevoir d'intérêt. Si je vous prête pour un mois, je veux un certain taux. Si je vous prête pour 10 ans, je veux un taux plus élevé parce que je prends plus de risques, plus de mauvaises choses peuvent arriver. En fait, les courbes de rendement sont en train de baisser. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les gros investisseurs s'attendent à une récession, voire à une crise financière, et qu'ils pensent que les taux d'intérêt vont chuter comme une pierre. Alors pourquoi prendrais-je moins sur mon billet à terme que sur mon bon du Trésor à un mois? Ma réponse est, je pense qu'un taux de 4% sur un bon du Trésor à échéance sera intéressant lorsque les taux d'intérêt atteindront 2%. C'est donc ce que le marché parie. Deuxièmement, c'est la même chose. Il y a une pente descendante dans la courbe des contrats à terme SOFR. Le SOFR est le taux de financement au jour le jour du système, le taux de financement au jour le jour garanti. C'est en gros ce qu'était l'euro-dollar sur le CME, mais il y a le SOFR, mais il y a une pente descendante. Aujourd'hui, le message est le même. Le contrat est un peu différent. Il s'agit de contrats à terme, donc on peut aller jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais alors que la courbe du Trésor est un pari au comptant sur un taux à long terme, la courbe SOFR est un pari à long terme sur un taux au comptant. Vous pariez sur ce que vous pensez que les taux au jour le jour seront dans un an. Encore une fois, la tendance est à la baisse, ce qui signifie que les grands argentiers disent que les taux vont baisser. Mais
Pourquoi baisserait-il si ce n'est pour entrer en récession? Un troisième facteur est l'écart négatif des swaps. Un swap, c'est essentiellement deux banques ou deux fonds spéculatifs et une banque de contrepartie qui se disent « je te payerai en taux fixe et je te prendrai en taux variable, tu me payeras en taux variable et je te payerai en taux fixe ». Il s'agit en fait d'un échange de taux d'intérêt. C'est la même chose que de posséder une obligation. Si j'achète une obligation à 10 ans sur le marché, en tant que courtier, comment est-ce que je la finance? Je le finance sur le marché repo. Je le finance sur le marché au jour le jour. Je reçois donc un taux fixe sur une obligation à 10 ans et je paie un taux au jour le jour sur le marché des pensions. Je reçois un taux fixe et je paie un taux variable. Tout ce que fait un swap, c'est de faire la même chose, mais en oubliant l'obligation. Pourquoi avons-nous besoin de l'obligation? Il suffit de payer un taux fixe et de recevoir un taux flottant ou vice-versa. Et nous synthétiserons la détention d'obligations. Avec une distinction importante, si je possède un bon du Trésor et que je me finance sur le marché au jour le jour, j'obtiens un taux sur un titre garanti par l'État. Si je fais un swap avec vous et que je reçois un taux fixe, vous n'êtes pas garanti par le gouvernement. Vous êtes peut-être une très bonne banque, une banque de grande qualité. En théorie, je devrais donc obtenir de vous un taux fixe un peu plus élevé que celui que je peux obtenir du Trésor pour me dédommager du risque de crédit. Ce n'est pas le cas. La partie fixe du swap, qui se fait de banque à banque ou de banque à fonds spéculatifs, ce taux est en fait plus bas que le bon du Trésor à 10 ans. Pourquoi accepterais-je d'une banque ou d'un fonds spéculatif un taux inférieur à celui du Trésor? Ce n'est pas une question de crédit. Personne ne pense que cela est meilleur que le Trésor. C'est une question de bilan. Si je fais un swap, c'est hors bilan. Si je fais un placement de trésorerie, c'est sur le bilan. Qu'est-ce que cela vous apprend? Que les bilans sont limités. Les banques réduisent leur bilan. Cela vous indique qu'il y a une contraction du crédit, il y a une pénurie de dollars, il y a une pénurie de garanties. Rien de tout cela n'est bon. Les rendements des ventes aux enchères de bons du Trésor de la Fed sont inférieurs que ce que la Fed vous donnera pour un appel téléphonique. C'est pourquoi la Fed a mis en place un mécanisme de refinancement inversé. Si vous êtes un courtier, tout ce que vous avez à faire est d'appeler et de dire « Je vais vous donner des liquidités, envoyez-moi des bons du Trésor et payez-moi des intérêts sur les liquidités et je garderai les intérêts sur les bons du Trésor et ils le feront pour un appel téléphonique. » Mais je peux aussi aller sur le marché aux enchères pour le Trésor et acheter des bons du Trésor aux enchères. Mais les taux de ces bons du Trésor aux enchères sont inférieurs à ce que la Fed m'accorde pour un appel téléphonique. Alors, pourquoi me battrais-je contre la concurrence pour obtenir un taux qui est en fait plus bas que celui que je peux obtenir pour un appel téléphonique? La réponse est que le bon du Trésor que vous obtenez de la Fed ne peut pas être réhypothéqué. Je dois le conserver dans mon bilan. Je ne peux pas le prêter à quelqu'un d'autre. En revanche, si je possède un bon directement, je peux le donner à UBS, qui peut le donner à JP Morgan, qui peut le donner à Deutsche Bank. La réhypothécation est toute la chaîne de l'effet de levier dans l'ensemble du système bancaire. C'est ce qui se passe derrière le rideau du marché des euro-dollars. Donc, si je suis prêt à accepter un taux plus bas sur un billet que je peux mettre en gage que celui que je peux obtenir pour un appel téléphonique, cela signifie qu'il y a une pénurie de collatéral. Cela signifie que je cherche désespérément à mettre la main sur ce bon de trésor que je peux mettre en gage parce qu'il n'y a pas assez de garanties pour tout le monde. Le dollar fort, tout le monde se dit « Ah, les briques sont prises, le dollar s'effondre ». Le ratio dette PIB est de 130%. Les États-Unis sont en train de se ruiner. Oubliez le dollar. Vraiment? Pourquoi le yen s'effondre-t-il? Pourquoi l'euro s'effondre-t-il? Pourquoi la livre sterling s'effondre-t-elle? Pourquoi le yuan? Il lutte désespérément pour le maintenir au-dessus de dollar. Pourquoi le dollar se renforce-t-il par rapport à toutes les grandes monnaies du monde si le dollar est la monnaie d'un pays en faillite? La réponse est qu'il y a une pénurie de dollars et que, croyez-le ou non, pour tout l'argent que la Fed a imprimé, l'effet de levier dans le système est 100 fois plus important. On en revient donc à la pénurie de garanties, à la pénurie de billets, à la pénurie de dollars, au rétrécissement des bilans, à la liquidité. Une crise financière mondiale des liquidités se profile à l'horizon. Dans le même temps, une récession s'annonce dont nous n'avons pas encore parlé. Mais voilà le reste de mes préoccupations. Le déclin des macros et le rétrécissement du commerce mondial, c'est du jamais vu depuis la Grande Dépression. La production industrielle diminue, les ratios stock-vente augmentent, ce
qui signifie que les entrepôts sont pleins et qu'ils n'arrivent pas à vendre leurs produits. Enfin, cerise sur le gâteau, les pertes dans l'immobilier commercial augmentent massivement. Ce sont là des données concrètes qui témoignent de la récession et de la crise financière mondiale et qui me disent que la crise bancaire n'est pas terminée. Jim, merci beaucoup pour cette présentation très complète. Alors j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que le dollar va continuer son ascension? Oui. D'accord, donc selon vous, dans ce contexte, les investisseurs ne risquent pas de se tourner vers l'euro. Oui, l'euro baisse, mais il tient bon. Mais les monnaies qui s'effondrent rapidement sont la livre sterling, le yen, le yuan chinois, certaines des monnaies des marchés émergents, mais l'euro finira par les rejoindre. Et merci beaucoup pour cette présentation, Jim. C'était un vrai plaisir de vous avoir sur la chaîne des publications Agora. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lire le rapport rédigé par Jim Rickards que vous pouvez télécharger dans la description de la vidéo. Il y révèle son investissement préféré en période de crise, donc n'hésitez pas. On se retrouve dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.